le client qui a fait la plus grosse plus-value chez vous? C'est une infirmière, divorcée, 2 enfants à charge. Elle a mis 7 000 €. Et donc? Je vous laisserai faire le calcul. 3,5 millions. En 2025, donc l'année dernière, vous avez fait 500 millions de volume d'affaires. À chaque transaction, vous prenez une commission. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous offre 0%. Il est en train de vous piquer d'une autre manière. Voilà. Les chutes là de 2022, moins 70%, moins 75%. Même plus, je pense que sur certaines cryptos, t'es à moins 90, moins 95. Sur Bitcoin, t'étais à moins 78. Ça nous arrive d'avoir des opérations qui se dénouent mal et dans ce cas-là, on perd de l'argent et on a même perdu jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros sur une opération où il y a eu un problème. En 2014, j'ai acheté un Bitcoin. La clé privée était sur un bout de papier. J'ai perdu le bout de papier. C'est assez simple de créer une crypto. Maintenant, il y a des milliers de projets qui servent à rien et qui sont de la merde. Tu penses qu'un jour le Bitcoin atteindra 1 million? Oui, ça mettra sans doute plus de 10 ans. C'est maintenant qu'il faut s'y intéresser, c'est pas en 2028. Nicolas, bienvenue dans Combien ça gagne. Clémence, ravi d'être avec toi. Très contente que tu sois là, c'est un métier, un domaine, un univers qu'on voulait aborder depuis longtemps sur Combien ça gagne, les cryptos. Le Bitcoin, je n'y connais rien, vraiment rien. Moi non plus. Tu vas être très didactique, tu vas être très gentil avec moi et on va essayer de rendre ça assez clair. Tu diriges et tu as presque fondé, on va l'expliquer très rapidement juste après, une plateforme de trading de crypto, donc d'achat-revente de crypto qui s'appelle CoinHouse. Exactement, ça s'appelait la Maison du Bitcoin. C'est l'un des établissements les plus anciens en France et en Europe sur les cryptos, qui a été créé par Éric Larchevêque et que j'ai repris en 2017. Ouais. Donc la Maison du Bitcoin, CoinHouse, t'as compris, c'est... Ça a été créé quand, au tout début, la maison? 2014. Ah oui, un tout petit peu avant Ledger. En fait, l'histoire, c'est Ledger et CoinHouse sont nés de la même société mère, de la même idée. L'un va promouvoir le Bitcoin, expliquer ce que c'est, permettre aux gens de l'acheter. Et l'autre va permettre de sécuriser, de garder ces Bitcoins dans un portefeuille, un dispositif électronique. Donc ça ressemble concrètement à une clé USB. Donc ça, c'est Ledger. Ça, c'est Ledger. Et donc les deux fonctionnaient bien. C'est comme la compagnie aérienne et le fabricant de l'avion, tu vois. C'est pas pareil. Et alors Ledger ne fait pas de trading de Bitcoin, de crypto? Non, pas du tout. Ledger, vraiment, son activité, c'est d'aider tout à chacun à conserver par soi-même, avec un dispositif que tu achètes, les cryptos. Et après, il propose des services, mais le service de base, c'est de t'aider à garder tes cryptos. C'est un coffre-fort numérique. Vraiment, dans la clé, tu as l'accès à tes cryptos. Ils prennent une commission là-dessus, j'imagine. Pas du tout. Leur modèle de base, c'est vraiment de te vendre pour quelques centaines d'euros. Ils ont différents prix parce qu'ils ont différents produits. Mais on va dire pour une centaine à 200 €, tu vas acheter un appareil électronique qui permet de garder tes bitcoins. Comme un coffre-fort numérique. Voilà. Alors que nous, on vend les bitcoins, on vend les services, on vend l'accompagnement, on t'explique comment ça fonctionne. Alors ça, on va l'expliquer juste après, la différence entre les deux. C'est on-market, off-market. C'est ça? Non, on va dire on-chain. On-chain, off-chain. Mais le plus simple, c'est de te dire que avec Ledger, tu gardes tout par toi-même. Donc, c'est comme si tu retirais tout ton cash de la banque et tu mets tout chez toi quelque part. La différence avec le off-chain, c'est que c'est comme si tu les louais seulement. C'est-à-dire qu'en gros, tu les as, tu as leur valeur, mais elles ne sont pas à ton nom. Alors, en fait, nous, on va te les inscrire comptablement à ton nom. C'est-à-dire, si tu achètes des cryptos chez nous, on va dire, Clémence possède X quantité de Bitcoin ou d'autres choses. On va les avoir, donc on les possède, on les conserve, on les garde sous notre responsabilité. Et mon seul risque en tant que, si je suis off-chain, ce qu'on vient de décrire, finalement, le risque, il est porté par toi. Potentiellement, je fasse faillite. Voilà. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. C'est le seul risque, en fait. C'est potentiellement. Mais la réglementation a créé tout un cadre pour protéger les gens. C'est notamment MiCA. Et qui nous oblige, en fait, à avoir tout un tas de dispositifs, à ségréguer les fonds, à séparer nos fonds des fonds des clients, à avoir des fonds propres. Pas pouvoir faire des pyramides de Ponzi en interne. Exactement. Et c'est fortement régulé, et d'autant plus régulé que nous, on l'a eu en France, où quand même l'AMF et la CPR sont des régulateurs extrêmement durs, extrêmement sérieux, là où dans d'autres pays... Et qui régulent le Bitcoin, la crypto en France. Et qui sont les deux régulateurs, ouais. Donc on est parti sur un sujet, mais donc pour expliquer ce que fait CoinHouse et non pas Ledger, vous êtes une place de marché, techniquement. Alors non, techniquement, malheureusement, je suis désolé. On est un courtier, on est un broker. Vous êtes un courtier. Exactement. Nous, on propose, en fait, imagine le parallèle avec l'achat de fruits et légumes. C'est la saison bientôt des cerises. T'adores ça, je suis sûr, moi aussi. T'as deux façons d'acheter des cerises. Soit tu vas à Rungis et tu les achètes au marché le matin. Et donc, t'as des gens qui vont te dire, moi, le kilo de cerises, je le vends 1 €, 2 €. Et tu fais un appel d'offres, tu les achètes au cours, si tu veux, de la place des marchés
marché. Et là, tu vas être en concurrence avec des grossistes. Ou alors, tu vas dans ton primeur favori du coin de la rue et tu lui dis, tiens, je voudrais 1 kilo de cerises. Il va peut-être les vendre 5, 6, 7, 10, 15 euros. Ça dépend du prix qu'il verra. Et ben, nous, on est plutôt le second aspect. C'est-à-dire que nous, on va être l'intermédiaire qui va faire du client facing. Nous, on agit comme professionnels sur les places de marché. Donc, on est régulé pour ça. On a des tarifs de gros, quelque part. Et nous, on te le revend avec une petite marge supplémentaire par rapport au tarif de gros. Donc ça, on va en parler. Qu'est-ce que tu vas de cette petite marge qui est donc une commission? Qu'est-ce que tu apportes pour expliquer concrètement aux gens? Qu'est-ce que tu apportes en échange de cette commission? Pourquoi est-ce que j'irai chez toi versus à la source? La réponse, c'est un niveau de technicité nécessaire pour aller à la source. Peut-être Alors, tu as un niveau de technicité. En effet, nous, on va apporter plusieurs éléments. La simplicité, c'est-à-dire tu peux payer en carte bancaire. Alors que en théorie, sur certains exchanges, tu peux pas payer en carte bancaire. On va te proposer aussi la possibilité d'acheter vraiment très simplement. C'est-à-dire, t'as pas des graphiques très compliqués avec ce qu'on appelle des chandelles, avec un put, un call, un désordre complètement différent que tu peux retrouver avec des ordres plus ou moins sophistiqués, des produits assez complexes à comprendre. Alors que là, finalement, c'est très simple. On te donne un prix, t'appuies sur un bouton, t'achètes. Tu peux payer en différents types de moyens de paiement, en carte bancaire, avec un virement bancaire, on propose un compto. Tu permets à la personne lambda comme moi, si je veux demain, de pouvoir acheter des cryptos, c'est ça? Simplement, et en étant accompagné si tu le souhaites. Tu as la sécurité, on te conserve tes cryptos, c'est pas beaucoup plus cher d'ailleurs qu'un exchange, on parle de très peu de différence, et au final, tu as la régulation en plus, le service client. Nous, tu peux nous appeler au téléphone. Essaye d'appeler un exchange chinois au téléphone. Non, sincèrement, essaye. Mais pourquoi un exchange chinois? Enfin, pourquoi chinois? Parce que les grands exchanges sont principalement asiatiques, avec des services basés un peu partout dans le monde. Donc vous êtes une surcouche de ça, quoi. Nous, on est le service français leader depuis 12-13 ans et on accompagne les gens. La crypto, c'est de l'argent numérique, d'accord? Pas de banque, pas d'État, tout ça. Dans la crypto, il y a des monnaies, le Bitcoin et plein d'autres. Bitcoin, aujourd'hui, la valeur, c'est 100... On est à 66 000, 67 000 euros. D'ici, il doit faire 77 000, 78 000 dollars. Et ensuite, au plus haut, on a été à un peu moins de 130 000 dollars. Ça, c'était l'année dernière, vers octobre 2025. Et pour te donner quelques idées de chiffres, en novembre 2022, on était à 15 000 dollars. Et croissance verticale. Et de la même façon, on était aussi aux alentours des 15 000 tout début 2018. Donc, tu vois, ça a commencé vraiment à bouger, quoi. Alors, du coup, ce que ces 2-3 chiffres te veulent dire, c'est qu'il y a des cycles. Il y a des valeurs, on passe par des hauts et par des bas. En revanche, quand on regarde la courbe de la valeur du Bitcoin sur le long terme, elle est croissante. Et donc, alors, elle ne l'est pas tout le temps, mais quand tu prends sur une période longue, tu as forcément un point beaucoup plus haut que le point précédent si tu es à 2 ou 3 ans de points. Tu prends n'importe quel point aujourd'hui, tu regardes 2 ou 3 ans avant, tu vas voir que tu es bien en dessous. Et donc, ça veut dire que, et ça, c'est tout le temps. Donc, ça veut dire que quelque part, en étant un peu patient, t'as de très 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 bonnes chances, même si les performances du passé ne présugent pas des performances du futur, t'as des très bonnes chances de 1, revoir ton argent et 2, de faire une plus-value. Tel que c'est dans l'historique. Et c'est le cas de Bitcoin parce que c'est pas complètement une monnaie, c'est plutôt vu comme de l'or digital, c'est un actif crypto très particulier qui est très intéressant, qui illustre bien le fonctionnement décentralisé, avec un nombre limité d'actifs, il n'y a pas plus de 21 millions de Bitcoin, comme il y a une certaine quantité d'or sur Terre. Et donc l'idée, c'est de répliquer un peu la rareté, de dire, il n'y aura pas plus de 21 millions de Bitcoin, les gens en veulent, il y en a de moins en moins qui sont produits, et donc plus on va attendre, plus le Bitcoin se fera rare, plus sa valeur sera chère parce qu'il y aura plus de gens qui en veulent et il y en aura moins sur le marché. Si j'extrapole ce que tu dis, c'est que en gros, plein de gens qui disent c'est trop tard pour choper la vague du Bitcoin. C'est faux. C'est faux. Donc oui, tu vas accéder avec la même somme à un pourcentage plus faible d'un Bitcoin, mais il est très probable que tu... T'as bonne chance de le regretter. C'est comme dans l'immobilier, tu te dis, moi, j'avais hésité à acheter un appartement à Paris quand le prix était à 6 000 euros du mètre. Putain, en me disant, c'est beaucoup trop cher. Tu dois avoir le seum, là, non? J'ai acheté après, mais tu vois... Non, je pense que toi, tu vas acheter aussi un peu plus. Mais toi, et aujourd'hui, quand il est à 9 000 ou 10 000, tu pourrais te dire, c'est trop tard.
Alors que ouais, mais peut-être que si t'attends un peu, il y a des chances que ça continue à progresser. Donc, je pense qu'il faut jamais se dire c'est trop tard. En revanche, il est intéressant et même urgent de se poser la question, est-ce que j'ai bien compris ce que sont que les cryptos? Est-ce que j'ai le bon intermédiaire pour pouvoir bosser avec? Alors justement, donc t'as le Bitcoin, t'as d'autres cryptos, il y a combien de cryptos chez vous? Toutes? Alors nous, on en propose 70 et c'est déjà beaucoup, je trouve, parce que le marché, alors il y a des milliers et des milliers de projets, parce que c'est assez simple de créer une crypto. Maintenant, il y a des milliers et des milliers de projets qui servent à rien et je vais me permettre un gros mot, qui sont de la merde. Donc il faut pas trop les regarder. C'est qui les autres intéressants? Il y en a une 50aine qui sont des projets qui sont intéressants. Je vais t'en donner quelques-uns comme Solana, XRP, même si j'ai des gens c'est pas les gros. C'est quoi les autres très 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 gros? Ce sont des gros, hein. Solana, Ethereum, XRP. Plus récents, des projets comme Hype qui sont intéressants également. Mais tu vas avoir aussi des projets plus anciens comme Cardano, etc., qui sont le token ADA, qui sont quand même pas inintéressants. Donc vos concurrents, c'est Ledger, ça va être... Alors Ledger pour la conservation, en standalone, et sinon on va avoir, en France, on va avoir des gens comme Bitstack qui vendent que du Bitcoin et qui le font plutôt très bien. Et en France? Bitstack en France, tu vois, qui est très bien. On a Meria quelque part, Paymium qui est un exchange mais plutôt peut-être un peu plus pour les spécialistes, on va dire. Et puis après, tu as des acteurs internationaux comme Coinbase, comme Bitpanda qui existent. Binance dans une certaine mesure, même si Binance a énormément de mal à avoir sa réglementation et c'est quand même un acteur chinois qui est très controversé. Vous avez un resto, un bar, un hôtel et vous écoutez Combien ça gagne et vous connaissez pas mon partenaire Payfit, c'est impossible. On va y remédier. Bon, dans la restauration, tout le monde connaît la musique, le serveur qui démissionne à 23h un samedi, le planning qui change 3 fois dans la semaine, ou encore boucler la paix sur un coin de table juste après le service. Avec Payfit, vous allez reprendre la main sur absolument tout. La paix se fait en autonomie, 24h/24. Et en plus, si vous utilisez une plateforme comme Skello pour vos plannings, bonne nouvelle, Payfit va l'intégrer directement. Donc rien n'est pénible. Vous êtes restaurateur, vous êtes hôtelier, vous êtes patron de bar, les soirées sur Excel, c'est terminé. Alors évidemment, rendez-vous sur payfit.com, payfit.com. Et en plus, comme ils sont trop sympas, ils vous offrent 2 mois gratuits si vous vous inscrivez avant le 31 juillet avec le code CCG comme Combien ça gagne. Donc on n'hésite plus, on y va et vous me remercierez. Vous, votre manière de fonctionner, et qui est la manière de fonctionner de tous les acteurs que nous venons de citer. Comment ça marche? Comment vous gagnez de l'argent? Et pourquoi le sujet peut être quelque peu épineux ou en tout cas susciter des questions ou des risques en ce moment? En gros, il y a un certain nombre de cryptos qui sont tradés, achetés, vendus chez vous. À chaque transaction, vous prenez une commission. C'est grâce à ça que vous, CoinHouse, vous rémunérez. C'est le modèle de toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Et quelqu'un qui vous dit qu'il vous offre 0%... Il est en train de vous niquer d'une autre manière. Voilà. Parce qu'en fait, on ne peut pas... Non, mais t'as raison de le dire. En fait, on ne peut pas ne pas gagner d'argent dans le métier. C'est trop risqué, c'est trop dangereux. Et si nous, on gagne pas d'argent, on est un acteur dangereux. Ouais. Pas digne de confiance donc. Comment fonctionne... Surtout même, on peut, si jamais on fait faillite, on n'a plus l'argent, comment on fait pour t'indemniser? Bien sûr. Enfin, tu mets ton argent dans une banque qui est riche. Et d'ailleurs, tu vois ce que font les banques. Elles achètent de l'immobilier, elles font des placements. T'irais dans une banque excuse-moi du terme, mais une banque de crevards. C'est une banque complètement à la ramasse où les gens t'observent en lambeaux et te disent, écoute, moi, j'ai très très peu d'argent, mais mets de l'argent chez moi. T'as envie de faire ça? En fait, le principe même d'un acteur de confiance, c'est que tu lui fais confiance parce que tu te dis, s'il y a un problème, il va être capable de l'indemniser. Et donc, tu ne pourras pas t'indemniser si t'as pas d'argent. Il y a pas de secret là. Donc, nous, on prend une commission comme tout le monde prend une commission, qui est composée de 2 éléments. Une commission officielle, qui est celle qui est notre grille tarifaire, qui est en ligne sur le site CoinHouse. Tu tapes grille tarifaire, tu regardes en bas, tu vas trouver les conditions générales. Ça va de 0,79% à en gros 1,49% selon les opérations. Si tu payes en carte bancaire, c'est un peu plus cher. Parce que tu as les frais bancaires à incorporer, c'est ça? J'ai les frais d'Adyen qui va me prendre des frais. Ouais. Si tu échanges des cryptos, c'est ce qui est le moins cher, c'est aux alentours de 0,79. Si tu en achètes en euros, ça va plutôt être aux alentours de 0,99. Donc en gros, compte aux alentours de 1%. Là-dessus, on va rajouter un spread qui est lié au marché. En fait, c'est notre prime de risque. Parce que nous, en fait, on te vend la crypto à un cours fixe, mais nous, on l'achète après. Et donc, il y a une différence de temps qui fait que la crypto peut varier. Et donc, pendant ce temps-là, on prend le risque
d'exécution de l'ordre, on prend le risque en fait que le cours s'exécute mal ou que le prix varie. Le prix dans la crypto peut énormément varier et d'ailleurs ça nous arrive d'avoir des opérations qui se dénouent mal et dans ce cas-là on perd de l'argent et on a même perdu jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros sur une opération grosse où il y a eu un problème. Ça c'est pour nous. Donc c'est notre faute. C'est la part de risque. C'est la part de risque. Donc tout le monde applique un spread. Des gens comme Coinbase par exemple appliquent un spread entre un peu plus de 1% et un peu plus de 2% en la moyenne. Des gens comme Revolut sont aux alentours d'1,5%. Donc ça, c'est sur toutes les transactions en plus de la commission qu'on a citée. Tu as donc ça veut dire qu'au total, tu vas être entre aux alentours de 1,79 quoi, minimum, à 3-4. Alors tu fais des bons calculs, je dirais c'est plutôt entre 1,5 et 2,5% que tu vas retrouver la rémunération des plateformes. Le volume d'affaires et le nombre de personnes qui font des transactions chez vous. Alors, en 2025, donc l'année dernière, vous avez fait 500 millions de volume d'affaires. Ouais, un tout petit peu moins, mais en effet, on est dans cette ordre de grandeur. Si je fais 500 millions fois 2%, qui serait une moyenne de commission, on arrive à 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est ça. J'étais en train de réfléchir si je buguais ou pas. Non, on arrive à 10 millions d'euros qui correspondraient à votre chiffre d'affaires, à peu près. Est-ce qu'on est là-dedans? Alors, oui et non, parce que tu as oublié des éléments. On ne fait pas 100% de notre rémunération sur des commissions. C'est une bonne partie de nos rémunérations, mais genre 80-90%. Alors, on est plutôt en dessous parce qu'on a diversifié notre modèle. On a des modèles d'abonnement, donc on vend des abonnements à 9 euros, 40 euros par mois, etc. Servent à quoi? Qui servent à obtenir des services supplémentaires. Donc, le premier abonnement à 9,90, comme je te le disais, tu as du contenu, un service client particulier. Tu as accès à un live qui va t'expliquer tout le marché crypto toutes les semaines et qui va faire une revue de tout le marché que tu peux réécouter, que tu vas pouvoir poser des questions. Tu as de la vraie éducation pour l'éducation ton game financière et régulière toutes les semaines, du contenu chaud. Donc, c'est pas du contenu produit par de l'IA. Tu as 0% de frais de commission sur tes transactions. Donc, tu payes que le spread. Donc, tu payes du coup beaucoup moins cher. Ça permet de fidéliser aussi, j'imagine, ça permet les de fidéliser traders. Et tu vas avoir aussi des rémunérations supplémentaires sur les récompenses qu'on offre. Par exemple, le staking. On permet d'offrir du rendement, des récompenses sur certaines cryptos, qui est une source de revenus pour nous, supplémentaire. Et on va t'offrir un revenu boosté. Voilà. Donc, ça, c'est... C'est quoi le staking? Le staking, c'est un protocole qui permet pour certaines cryptos de participer à la sécurisation du réseau et d'obtenir une rémunération. Bien sûr, c'est le truc où tu fais les calculs chez toi, c'est ça? Ou enfin pas Exactement, chez toi, mais c'est une sorte de calcul chez toi. Le parallèle, ce serait... La paraphrase horrible. Le parallèle, ce serait dans la blockchain, c'est tu finances... Imaginons que la blockchain, c'est des autoroutes. Et tu finances la construction des autoroutes en mettant à disposition tes cryptos. Et on va te donner un pourcentage des rémunérations du péage. Et donc, tu vas toucher un petit peu. Et comme en fait le fonctionnement de la blockchain, c'est qu'à chaque fois que tu fais une transaction, tu dois payer des frais de transaction, elle a une capacité à rémunérer les gens qui participent à cette sécurisation. Donc c'est vraiment le parallèle avec le péage et le bon. Tu participes à la sécurisation d'une autoroute, on te donne une partie de l'argent qui est récupéré au péage. Tout simplement. Et ça fait partie de ses revenus. Donc, on a des sources de revenus. On a un abonnement aussi qui est de gestion privée où tu as une personne qui va t'accompagner et être ton interlocuteur privilégié et t'écouter, toi, Clémence. On va te dire, OK, Clémence, qu'est-ce que tu veux investir? C'est quoi ton patrimoine que tu veux dédier à la crypto? Est-ce que ça correspond bien? Quel est ton objectif? Et on va te faire des recommandations. On va personnaliser l'approche. Et donc, dans ce cadre-là, l'abonnement est beaucoup plus cher parce que c'est vraiment de la gestion privée, tu vois, comme dans une banque privée. Donc, on a des abonnements, des revenus qui sont liés aux récompenses. Donc, on a des revenus B2B et du B2C. Ouais, on a du revenu B2B, on a des revenus de conservation d'acteurs. Donc, on a toute une source de revenus supplémentaires qui fait que le chiffre d'affaires, il est supérieur à ce que tu as indiqué. D'accord, donc il est supérieur, il est supérieur de... il est supérieur. 30%, je sais pas, un truc comme ça. Voilà, il est supérieur. Il est entre 10 et 15, 17 millions annuels, on va dire. On peut aller là-dedans. Sans doute, ouais. Sans doute, tu ne le confirmeras pas, mais on a à peu près compris la logique en tout cas. Tout ça, ça correspond à un certain nombre d'utilisateurs qui font donc des actions. Tu me disais que c'était 100 000 utilisateurs. Mais les actions, ça viendra. Qui font des cryptos. Non, mais ce que je veux dire, c'est qui achètent, qui vendent, voilà. Tu me disais qu'au total, vous aviez à peu près 100 000 utilisateurs, dont 60 000 actifs. Ouais, c'est ça. Tu as un peu plus de 100 000 comptes qui ont un KYC validé. Et tu as environ 60 000 actifs, ouais. Ils sont pas actifs tous les jours, mais ils s'activent très régulièrement ou ils gardent des cryptos chez nous. Très concrètement, combien met le client moyen chez vous? Il va plutôt mettre 4 à 5 000 euros. Tous les
Au total. En moyenne, c'est ce En qu'il va moyenne, déposer. ok. Voilà. Sachant que ça va de 20 € à plusieurs millions d'euros. C'est quoi la plus grosse transaction? Plusieurs dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions? C'était quand? C'est un peu en continu parce qu'on a des clients. C'est un client qui investit C'est un régulièrement. roulement, d'accord, très bien. Plusieurs dizaines de millions. Le client qui a fait la plus grosse plus-value chez vous, combien de temps ça a pris? Combien de fois ça a mise? 2018 à 2021, donc 4 ans, ou à 875 ou un truc comme ça. Oh my. C'est une infirmière. Histoire assez émouvante, divorcée. Une infirmière, ça gagne pas beaucoup d'argent. Non, je sais, c'est le maximum, même en libéral. Tu dois peux être à pas vraiment... 2004 ou un truc Ouais, comme ça. tu peux aller jusqu'à 3-4 000 en libéral, mais c'est dur. Qui sont hyper courageux parce que, enfin, beaucoup de gens sont très courageux dans leur métier, mais bon, là, c'est des jobs à l'hôpital, c'est pas le plus simple. Tu t'as toute la difficulté. Divorcée, 2 enfants à charge, vit dans le 93. Pas évident. Elle a mis, je crois, c'était entre 5 et 7 000 € en crypto. Elle a pas bougé. Elle les a mis d'un coup? Elle les a mis d'un coup. Ouais. Parce que quoi? Elle a eu une intuition, enfin, elle a eu une envie, elle a eu un... Elle a cru. Okay. Elle a écouté en fait un podcast et une réunion publique, parce qu'à l'époque on faisait des réunions publiques. Et elle s'est bougée à la maison du Bitcoin de l'un de mes cofondateurs qui expliquait la blockchain et Bitcoin. Et qui l'a expliqué un midi gratuitement devant des gens comme ça. Elle a trouvé ça, elle était curieuse, elle est venue, elle a écouté le truc, elle s'est dit c'est bien, elle a mis de l'argent. Donc ça, on était en 2010. Elle l'a mis au plus bas de 2018. Elle l'a mis à 2018, elle a mis 4 000, tu m'as dit, entre 4 et... Elle a mis plutôt 7 000. 7 000, ok, et donc? Un multiple assez incroyable. Je vous laisserai faire le calcul. Wow. C'est une somme. Tu m'as dit fois combien? Fois 875. Il arrive. Elle l'a pas mis que sur Bitcoin, elle l'a mis sur d'autres cryptos. Mais elle l'a mis sur quelques autres. 3 millions 5. Très exactement. C'est fou. Elle a mis sur plusieurs cryptos. Elle l'a fait de façon smart. Et pas que sur Bitcoin, mais elle l'a fait de façon smart. C'est le moment de la sortie qu'elle a fait, qui était smart aussi. Ouais, et pour ça, elle était bien accompagnée parce que justement, c'est nous qui l'avons guidée au moment où il fallait. Après, elle a payé 30% d'impôts, comme tout le monde. Donc au final, ça fait un petit peu moins, mais c'est intéressant. Hyper intéressant. Donc ça, c'est le. Et c'est game changer. Ça, c'est la plus grosse plus-value. Pour quelqu'un, elle s'est acheté. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est une belle maison. Elle continue à bosser. Ses enfants, bah. Toi, le game changer pour quelqu'un qui est dans une difficulté. Sans être expert, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle. Ouais, mais expert en étant accompagné, je pense qu'elle aurait été sur une plateforme à la con, chinoise ou autre chose. Elle aurait paniqué en 2020 ou 2021 quand ça montait un peu. Elle aurait vendu immédiatement. Elle aurait pas fait les diversifications qu'on l'a amené à faire. Ouais. Elle aurait pas forcément suivi l'accompagnement et elle aurait pas gagné autant d'argent. Bon, je vais vous arrêter une toute petite seconde. Je sais que c'est relou, mais si t'es là, c'est que le format te plaît, c'est que l'émission te plaît. Et pourtant, il y a plus de 80% des gens qui sont en train de regarder cette vidéo qui ne sont pas abonnés à Combien ça gagne. Toutes les semaines, on publie un nouvel épisode. On a des épisodes de ouf qui sont prévus. Vraiment des pépites. Donc abonne-toi, c'est le meilleur moyen de louper aucun épisode qui arrive. Allez, on retourne dans l'épisode. Sur ces 500 millions donc, de volume d'affaires que vous avez fait l'année dernière en 2025, c'est une belle croissance. C'est 20%. 20% de croissance. Est-ce que cette croissance-là, c'est une croissance qui suit le marché ou vous grossissez? Un peu mieux. Coinbase est à 10% de croissance sur cette partie. Nous, on est plutôt à 20%. Donc, on double le marché. Le marché? Enfin, leur marché à eux. On peut en parler un tout petit peu du marché. En France, t'as plus de, je crois, alors tu vas me dire si je dis n'importe quoi, mais je crois qu'il y a plus de 10% des Français qui possèdent de la crypto. Alors, c'est une étude qui a été faite par l'ADAN, dont on est un des membres fondateurs, qui est une étude basée sur un sondage. D'accord. Qui pose une question qui est un petit peu trop large. Vous possédez de la crypto, est-ce que vous en avez possédé, est-ce que vous en possédez encore et combien vous en possédez? Quand tu regardes par exemple ces chiffres et que tu dis est-ce que vous en possédez toujours maintenant et que vous traitez réellement de la crypto, tu tombes à 7% et c'est plutôt flat. Si vous en avez possédé par le passé, tu es plutôt aux alentours de 14%. Oh waouh. Oui, donc t'as des gens, ils se sont barrés quoi. Voilà. Est-ce que vous avez mis plus de 500 € en crypto? Il reste plus que 20% des gens. Est-ce que vous avez mis plus de 5 000 € en crypto? Il reste plus que 1 à 2% des gens. 1 à 2% de ces 10%. Oui, tout à fait. Donc on tombe sur du 0,1%. On tombe sur des populations qui sont beaucoup plus faibles. Et sur les 500 €, on est plutôt sur quelques centaines de milliers de gens qui ont en France. Et pas quelques dizaines de millions. Mis des sommes un peu plus conséquentes en crypto. Après, je ne dénigre pas à mettre 20 €, 50 €, même 5 € en crypto. Pourquoi pas? Soit c'est parce que c'est un usage, par exemple, je sais pas si tu connais Sorare, par exemple, qui te permet d'acheter des cartes
de joueurs de foot tokenisés, etc., de les échanger, c'est intéressant. À un moment, tu pouvais les acheter en Ether. Donc, tu avais besoin d'acheter de l'Ether pour pouvoir acheter tes cartes. Oui, donc c'était un moyen. Du coup, toi, c'est un moyen, une utilisation. Tu as certains services, tu peux avoir besoin d'acheter un peu de crypto pour 5 euros, 10 euros, 15 euros. Donc, dans ce cas-là, tu peux en acheter. Là, c'est vrai que tu peux en posséder. Et en fait, il y a une différence dans l'usage entre avoir quelque chose. Par exemple, ça se trouve chez toi, si tu fouilles bien dans un de tes sacs, tu as peut-être des dollars. Parce que tu es allé aux États-Unis et il te reste 5 dollars, etc. Est-ce que ça te fait de toi une possesseuse de dollars? Non. Alors que, en revanche, tu as peut-être un compte bancaire en dollars sur lequel tu as mis 20 000 euros, enfin 20 000 dollars, parce que tu as envie d'avoir 20 000 dollars. Tu vois la différence? Bah, moi, je pense que. C'est la même différence entre 2% exactement. des Français. Et je pense ou on ne fait pas cette analyse, en fait, dans le marché. L'étude, elle l'a fait pas de façon aussi précise. Et je pense que le marché est beaucoup plus petit. C'est pour ça que notre part de marché est beaucoup plus importante. Parce que nous, nos 60 000 clients, ils possèdent vraiment des cryptos. C'est pas des gens qui sont là pour en posséder pour 5 balles. Ils ont fait l'effort de se dire, moi, dans mon patrimoine, la crypto, ça représente quelque chose. C'est un investissement important, ouais. Mais c'est un investissement important. Je sais pas, c'est leur jugement. Et je suis pas là pour le juger. Mais au moins, je l'ai considéré et j'en ai. Peut-être c'est pas l'investissement que je préfère, mais au moins j'en ai. Les chutes là de 2022, moins 70%, moins 75%. Même plus, je pense que sur certaines cryptos, t'es à moins 90, moins 95. Sur Bitcoin, t'étais à moins 78. Ensuite, 2025, ça remonte de ouf. C'est remonté bien avant, en fait. De 2023, en fait, t'as une progression de 140% sur le Bitcoin et 100% sur l'Ether. En 2024, ça progresse aussi très bien. Et en 2025, c'est là où finalement ça progresse le moins. Parce que au final, sur 2025... Oui, parce qu'on est en haut de... en fait, le Bitcoin, il a même fait moins 6% sur l'année. Okay. Même s'il est passé par son plus haut, parce qu'il a démarré l'année à 100 000 dollars, il l'a terminé à 92 ou un truc comme ça. Et donc, en réalité, l'année 2025, c'était pas du tout l'année euphorique qu'on aurait dû avoir ou auquel nous on s'attendait. Elle s'est pas passée comme on l'attendait. En tout cas, 2026? Moi, dans mes prévisions. Alors, l'année 2026, c'est supposé être une année de correction. Tu sais, il y a des cycles de 4 ans dans les cryptos qu'on observe depuis déjà plusieurs années. Et donc, on a eu un premier cycle haussier qui était 2016-2017, un cycle baissier qui était, il y en avait un déjà avant, hein, mais celui dont je me souviens bien, c'est 2016-2017. Ensuite, tu as une baisse 2018-2019. Ensuite, tu as une hausse 2020-2021. Une baisse 2022-2023 et ensuite une hausse 2024-2025 et donc tu pourrais t'attendre à une baisse 2026-2027. Jusqu'à présent. Voilà. On a une baisse, mais je pense que comme on n'a pas eu un 2025 similaire au pic des années précédentes, je pense qu'on est en train d'entrer dans un nouveau monde et un nouvel ère et que je pense que les cycles sont en train de changer parce que les investisseurs sont en train de changer. Le marché est en train il devient plus mature, plus institutionnel, moins euphorique, moins diversifié. Je pense qu'il y a beaucoup, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la quantité de crypto, on disait il y en a 50 000, etc. Je te dis, il y a plein de projets de merde et c'est vrai. En fait, il y a plein de gens qui ont parlé sur la diversification. Moi-même, j'ai acheté plein de cryptos en me disant, ah tiens, ces projets, ils sont pas mal, c'est intéressant, j'aime bien la narrative. On y parle d'IA, par exemple, on y parle de tokenisation de quelque chose d'intéressant, de disrupter un marché, ça semblait pas mal. Sur le papier, ça semblait pas mal. Au final, après 1 an ou 2, ça fait pchit. Okay. Le projet, il marche pas. En fait, c'était du bullshit, c'était du marketing, c'était des idées, c'était du si tu veux investir, c'est bien, mais il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut le reconcentrer. Il faut se reconcentrer. Je pense qu'aujourd'hui, le marché est en train de se reconcentrer. Quand ça baisse, comme ça a été le cas en 2022, hyper fort et tout, même chute libre. Il y a eu aussi FTX en 2022. C'est-à-dire, il y a eu vraiment... En 2022, l'arrivée d'autres cryptos ? Non, FTX, c'est excuse-moi, tout le monde s'en souvient peut-être pas. Il y avait un gros exchange américain, donc un exchange qui s'appelait FTX, qui a fait faillite et qui a provoqué en fait une suite de faillites et de problèmes dans le marché et surtout qui a fait très peur aux gens. Et donc ça a été une forte crise qui vient du secteur en lui-même. Et donc ça a vraiment précipité une forte baisse du marché. Aujourd'hui, en 2026, honnêtement, il n'y a rien à reprocher au marché crypto. Là, il a baissé, mais il n'y a pas plus de raison qu'il ait baissé qu'il ait augmenté l'année dernière. Là, tu vois, par exemple, les actions continuent à augmenter alors que le Bitcoin a baissé. Là, il reste très haut. Alors qu'il y a une crise au Moyen-Orient, il aurait dû baisser. Enfin, ça commence à être plus difficile à lire. Mais le marché crypto, il n'a pas vécu de crise là. Il y a pas une crise, il y a pas une faillite, il y a rien en vue là-dessus. Rien que que je connaisse. Quand il y a des chutes libres comme ça, qu'est-ce qui se passe avec les clients ? Ils se barrent, ils disparaissent, ils vendent, c'est quoi ? Alors il y a trois réactions. La plus courante, qui est malheureusement peut-être pas la meilleure, c'est je ne fais rien. Je suis un peu choqué.
oh merde, ça a perdu 40%. Bon, bah, j'ai perdu 40%. Ça, c'est la réaction de mon beau-père. Donc, ça baisse et, oh bah, Nicolas, avant, ça valait 100, maintenant, ça vaut 60. Ok, bon, c'est bon, après, il te parle d'autre chose et c'est fini. Bon, ça, c'est mon beau-père. C'est la réaction un peu, je dirais, traditionnelle des gens. Ils attendent. Pourquoi tu dis que c'est pas la meilleure ? Parce qu'en fait, du coup, quand ça baisse, tu peux te poser la question, est-ce que c'est pas le bon moment de réinvestir ? Et est-ce que je pouvais pas anticiper peut-être un petit peu mieux en écoutant un peu le marché, en écoutant notamment nos recommandations et en se disant, tiens, est-ce qu'il faut pas à un moment savoir prendre un peu ses profits quand t'as bien gagné ? Parce qu'en réalité, quand c'était à 100, lui, il avait acheté à beaucoup moins cher. Donc, il avait la possibilité de sortir un peu avant. Et comme ça peut être intéressant d'investir par petite partie, c'est de couper ton investissement, ça peut être aussi intéressant de prendre ton profit par moment. Et donc de dire, tiens, j'ai pas mal gagné, je sors 20%. Voilà, au moins c'est fait. Et donc ça, c'est des stratégies. La dernière qui est la pire, c'est de vendre. Et de paniquer, et de dire, oh là là, ça a perdu, j'ai vendu. Ça, heureusement, il y en a assez peu qui le font. Il y en avait beaucoup en 2018, quand le marché a beaucoup chuté. C'est Bitcoin en 2017-2018, donc au décembre 2017, janvier 2018, il est monté au plus haut à pas loin de $20,000. Il est descendu fin 2018 à 3100 ou $3,200. Donc t'imagines la chute quand même. Elle est vertigineuse, un peu similaire d'ailleurs à celle qu'on a connue entre 2021 et 2022. Là, en revanche, les gens, il y en a pas mal qui ont vendu à l'époque, en disant c'était n'importe quoi, c'était des tulipes, etc. Tu te rends compte ? Même à $20,000 aujourd'hui, tu fais x3 sur ton investissement. Le Bitcoin, il vaut 66 000. Et si tu avais racheté à 3 000, de 3 000 à 100 000, tu as un facteur x33 quand même. Et si tu avais acheté des cryptos à l'époque qui, comme la personne que je te parlais, valait seulement une dizaine d'euros et on fait des multiples de x50 à x100, tu fais un investissement énorme. Si on revient sur CoinHouse, vous êtes un chiffre d'affaires donc au-delà de 10 millions, en dessous de 20 millions, voilà. Est-ce que vous êtes rentable ? Je sais que vous avez levé un peu des fonds rapidement sans rentrer dans le détail. On a levé quand même pas mal d'argent. Vous avez levé ? On a levé avec la dette, on a pris un peu de dette remboursable, c'est les avances BPI, etc. Crédit Innovation. On a levé un peu moins de 40 millions d'euros. 40 millions, vous êtes rentable ? Non, on l'a été à plusieurs reprises. Sur les 4 dernières années, on a dû l'être en moyenne 30%. Du temps par mois, et le reste du temps on l'a pas été. Pourquoi ? Parce qu'on investit, on achète des positions, donc on dépense en marketing, on investit dans les équipes, on investit dans du coup les licences et les développements de produits. Ça coûte cher. Explique-moi ça, les gros postes de coût chez vous. Commençons par la masse salariale. Ouais, c'est quoi ? C'est 70% ? Alors entre 60 et 70%. Si tu prends coût fixe et coût variable, c'est ça. Si tu prends que les coûts fixes, on est plutôt à 80%. Pourquoi tu dis coût variable Parce que les coûts variables, ça va être par exemple des dépenses marketing que je peux couper ou pas. Alors que ma masse salariale, je la coupe pas. Non, mais oui, mais la masse salariale, c'est combien de pourcents ? Ça dépend. Du coup, si tu prends que les coûts fixes, tu vois, par exemple, mes bureaux, c'est des coûts fixes. Je vais pas enlever mes bureaux du jour au lendemain. Alors que donc, si on prend tous les coûts, toutes les charges, on est plutôt entre 60 et 70%. Si on ne prend que les coûts fixes, donc j'enlève les coûts variables qui sont le marketing, principalement les actions de com, le paid, etc. Et un certain nombre de dépenses qui sont éventuellement liées à la volumétrie, je vais être plutôt à 80% de ma salariale. On a créé beaucoup d'emplois d'ailleurs. Ça correspond à combien de personnes ? Aujourd'hui, entre 70 et 80. 70 et 80, et donc... Mais ces dernières années, on a créé plus de, j'ai compté la dernière fois, plus de 250 emplois, des gens dont le principal salaire, la principale rémunération, depuis 2018, ça a été CoinHouse. Et donc, on a fait vivre des familles, on a permis de mettre des gens tu parles des sur gens le marché qui sont du passés travail. Dans la boîte, là, c'est ça ? Ouais, des gens qui sont passés, mais c'est assez intéressant quand même. Ouais, hyper intéressant. T'as 80 personnes, la plupart, donc t'as une grosse partie, c'est des équipes tech. Ouais, alors, pas que, tu vas avoir une bonne part qui est tech, ensuite une bonne part qui est customer success, relations commerciales, gestion privée, vente, et account manager, etc., c'est un peu account manager, etc. Ensuite, tu as une autre grosse partie dans la tech, il y a le produit aussi. Ensuite, tu as une autre majeure chez vous, primordiale, qui est une partie assez importante. Ensuite, tu as la conformité, tout ce qui est affaires réglementaires, legal, là, t'as au moins compliance. T'as quoi ? T'as 5 personnes là-dessus au moins. Ah non, ils sont 13. Ah ouais. C'est important. Ouais. Ça coûte plusieurs millions d'euros par an, la conformité. En coût. Mais t'es obligé. Bah bien sûr. C'est protéger pour être conforme et pour te protéger. Et ceux qui le font pas, en effet, ils sont moins chers, mais ils font n'importe quoi. C'est hyper intéressant. Toi, il te reste combien de parts ? Moi, je suis actionnaire majoritaire. Parmi tous les actionnaires, je suis le plus gros actionnaire individuel. Mais tu peux même dire combien ?
Ok. C'est quoi ton premier achat crypto? C'était quand? C'était à quel prix? Alors, c'était un Bitcoin que j'ai perdu aussitôt. C'était en 2014, quand j'ai découvert la maison du Bitcoin et tout ça. J'ai acheté un Bitcoin. J'avais acheté une clé Ledger, mais je l'avais pas configurée. Donc, la clé privée était sur un bout de papier, c'est-à-dire le code qui permet d'accéder à la télé. Et j'ai perdu le bout de papier. Ah ouais, le truc classique, voilà. Ça c'est l'erreur. J'ai perdu, donc je l'ai acheté quelques centaines d'euros. Mais j'ai perdu mon Bitcoin, voilà. Depuis, j'avais investi, mais j'ai pas mal revendu pour tout un tas de raisons et pour me mettre aussi dans les produits financiers que nous on propose aussi, de type des mandats et autres pour des questions aussi de sécurité. Parce que comme ça, j'ai pas de crypto à moi, je peux pas les déplacer, j'ai pas de wallet. Trop pour des questions de sécurité, c'est hyper intéressant. On va venir là-dessus. Ouais. Est-ce qu'il y a des chutes de Bitcoin qui t'ont fait peur ou qui t'ont fait mal pour CoinHouse? 2022, ouais. 2022, c'était... 2022 et même 2018, je comprenais pas pourquoi des gens étaient encore prêts à... Et 2022, vous avez fait une année à perdre. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé du coup pour vous? Comment ça se matérialise dans une boîte comme la vôtre? C'est un peu compliqué parce que t'es en levée de fonds, t'as levé de l'argent, tu veux développer ton activité, le marché se retourne complètement. Donc c'est difficile parce que là, t'es à contre-courant. Toi, t'es en train d'investir. Vous avez été pas loin de mettre la clé sous la porte ou Oh non, on avait levé 40 millions d'euros. Donc, ouais, mais ils ont dû flipper vos investissements. Non, ils sont forcément déçus parce que ils se disent, je viens de mettre de l'argent, la boîte devait être en forte croissance et au final, le marché il se retourne, il devient beaucoup plus compliqué. On a été obligé d'arrêter certains produits. Bon, maintenant ils sont contents. Oui, en fait, il faut faire confiance aussi aux gens. La crypto, c'est particulier. On est sur un métier qui est très cyclique. Donc, moi, je suis pas comme quelqu'un que tu vas recevoir qui vend un logiciel en SaaS et qui tout d'un coup aurait un marché qui se retourne complètement. Alors, avec l'IA, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent être inquiets. Parce qu'il y a certains business models où tu vendais un truc, tu vendais des logiciels de traduction, par exemple, automatique, professionnelle. Aujourd'hui, avec les outils d'IA, ça devient un peu plus compliqué, quoi. Eux, ils sont complètement challengés. Nous, on est challengés régulièrement, mais plutôt par la valorisation du marché, par l'intérêt des gens. Aujourd'hui, tu vois, les gens sont moins intéressés en crypto, alors que c'est complètement l'inverse qui devrait se passer. Oui, c'est le bon moment, justement. C'est maintenant. En fait, ça prend de la maturité. Ça sert à rien d'investir quand le Bitcoin est au plus haut. Ouais. En fait, c'est complètement contre-intuitif. C'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. C'est pas en 2028. Absolument pas. C'est maintenant. Tu penses que un jour, le Bitcoin atteindra 1 million? Oui. Ce sera quand, selon toi? Je pense dans longtemps, quand même. Ça mettra sans doute plus de 10 ans. Investir, si tu penses ça. Après, c'est ma conviction, hein. C'est à nouveau, c'est pas un conseil, mais oui, c'est ma conviction. En tout cas, je pense qu'il faut avoir des convictions. Et est-ce qu'on peut parler un tout petit peu salaire? Alors, pas le tien, j'imagine bien que tu vas pas nous le donner et que de toute façon, c'est les calculs de Je gagne ce que la plupart des patrons de start-up gagnent. C'est pas un salaire qui est incroyable. Entre 100 et 200 000 euros par an. Mais ça reste un salaire qui est raisonnable par rapport au travail que j'ai fait. Je gagnais plus quand j'étais patron de fonds d'investissement. Alors, c'est ça la question. Tu gagnais plus quand tu étais patron de fonds d'investissement. Donc, ça veut dire quand tu étais patron d'investissement, c'était avant 2018, tu devais gagner, je vais peut-être dire n'importe quoi, plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est sûr. Vous, plutôt autour de 500, non plus encore? Non, quand même pas, parce qu'on est en France. Si j'étais aux États-Unis, je pense que tu pouvais... tu le doubles, tu le triples. Voilà, exactement. Des petites dernières questions que je te pose avant de te laisser, après t'avoir pas mal cuisiné. Rapidement, qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce que t'aimes le moins? Ce que je préfère, c'est la stratégie. Ce que je vais préférer le moins, c'est sans doute les cadrages ou les recadrages que je peux avoir de temps en temps avec les équipes. Donc le management où je dois finalement me plaindre et recadrer les gens. C'est parce que ça te fait chier que j'aime le faire le plus. Je préfère des gens plus autonomes. Est-ce qu'il y a une erreur que tu referais plus jamais dans ce parcours? Il y en a plusieurs. Beaucoup plus tôt, on aurait dû aller sur offrir la conservation des cryptos et offrir un stablecoin très vite pour proposer de l'arbitrage crypto. Stablecoin, tu peux expliquer rapidement ce que c'est? Donc c'est en fait une crypto qui est une réplication d'une monnaie fiduciaire. Donc l'euro, par exemple, ou le dollar, c'est deux exemples. Donc il y a des stablecoins dollars, des stablecoins euros, et c'est une crypto, donc USDC ou par exemple EuroCV, qui représente la même chose qu'un euro ou qu'un dollar. Donc théoriquement, quand tu la revends, t'as la même chose qu'un euro ou un dollar. Tu fais 1 pour 1. Okay. Et donc, ce que ça te permet de faire, c'est que en France, quand tu vends des cryptos contre des cryptos et que t'es un particulier, ce n'est pas un événement taxable. Si par exemple, t'as investi du Bitcoin quand il valait 1000, que maintenant il vaut 2000, donc t'as doublé ta mise. Si jamais tu le vends en euros, tu dois payer des impôts. Tu vas payer 30% plus ou moins de plus-value. Si jamais tu le revends en stablecoin, t'as pas besoin de payer d'impôts parce que t'es pas en euros.
Et donc, ça te permet de reporter ta plus-value à plus tard et de potentiellement réinvestir les 2000 dans autre chose. Et donc, comme ça, tu reportes ta plus-value. Donc, par exemple, on va faire le parcours. T'avais mis 1000, ça vaut 2000. Donc, tu passes à 2000 USDC. Tu réinvestis les USDC dans du Solana, par exemple. Solana fait x5, tu passes de 2000 à 10 000, tu payes toujours pas d'impôts. Et ensuite, les 10 000, tu remultiplies par 2 en passant par Ether parce que tu refais la culbute. Du coup, ça vaut 20 000. Et là, tu vends en euros. Donc là, tu vas payer tes impôts. Mais du coup, tu paieras tes impôts que maintenant. Et t'auras permis de faire tout ce parcours sans avoir, en fait, à repasser par la case impôts. Et donc, tu continues à faire un peu comme dans un PEA où tu peux continuer à faire des transactions, mais tu vas payer ta taxe et ton impôt que quand tu sors. Bah là, c'est un peu pareil avec les stablecoins. Donc, ça permet... En gros, tu restes dans la chaîne. Tu restes dans la chaîne, tu restes dans la monnaie, tu restes dans la crypto. Parce que c'est une crypto. Tu réinvestis sans sortir de la chaîne pour re-rentrer. Exactement. Mais en revanche, tu peux pas l'utiliser pour payer actuellement, pour payer nécessairement de toute façon, si tu payais, ce sera un événement taxable. Ouais, et c'est comme ça d'ailleurs que la personne qui avait mis un peu d'argent chez nous a gagné beaucoup d'argent parce qu'elle est passée de Bitcoin à d'autres cryptos et qu'elle a réussi à faire plusieurs fois des multiples. C'est hyper intéressant ça. Nicolas, merci beaucoup. Clémence, c'était un plaisir. C'était très clair, bravo. Merci. Et merci d'avoir partagé tout ça, d'avoir donné quand même tous les chiffres que tu pouvais donner. Bien sûr, on fait bien attention à toutes ces choses liées à l'investissement. Une toute dernière question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a un autre métier pour lequel tu aimerais savoir combien ça gagne? J'en ai plusieurs éventuellement. Vas-y, fais-toi plaisir. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a pas très longtemps un influenceur qui s'appelle Back Buchan, qui est assez connu, un jeune, il a genre 19 ans ou 20 ans. Et c'est un gars qui est assez incroyable, qui est marrant. Et ce serait intéressant de savoir combien ça gagne un gars qui a 19 ans et qui s'est monté sur TikTok et a fait tout un parcours comme ça. Parce que ça... C'est toujours assez intéressant, je trouve. Merci beaucoup, Nicolas. C'était super. Et puis, si vous êtes nouveau sur combien ça gagne, abonnez-vous. C'est très important. À plus, à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.